Claude Finkelstein, que la ministre a convoqué ce matin, la ministre de la Santé, qui n'a pas pu, et elle le regrette, être avec nous aujourd'hui. 1998, 2014, ça fait un moment que nous roulons. Nous sommes le seul congrès, je crois qu'il faut qu'on le dise, où il y a une telle participation de gens venant de tous horizons. Il y a des usagers, des représentants des associations d'usagers, des familles, des représentants des associations de familles. Il y a des personnels qui travaillent dans le médico-social parmi nous, mais aussi dans les hôpitaux, mais aussi dans le privé. C'est peut-être le seul endroit en France où cela se produit. Et on ne peut en être que absolument content. Et parmi ces personnels, il y a tout le monde. Il y a des assistantes sociales, il y a des médecins, il y a des infirmiers, il y a des psychologues, il y a des psychomotriciennes, il y a des directeurs d'hôpitaux, des administrateurs d'hôpitaux. C'est-à-dire qu'on forme vraiment les acteurs de la réhabilitation psychosociale. Vous pourrez dans tous les ateliers, il y a une centaine de communications, il y a une dizaine d'ateliers par demi-journée, voir la richesse, je crois qu'il faut le dire, la richesse de ce qui se produit maintenant en France en termes de réhabilitation psychosociale. Le sous-titre de nos journées, c'est « Les équipes se rencontrent et échangent sur leurs pratiques ». Les équipes se rencontrent et échangent sur leurs pratiques. Et c'est exactement cela qui se produit. Il y a 2 ans à Lyon, j'ai eu le plaisir, mais alors vraiment plaisir, d'entendre quelqu'un qui disait dans un atelier, il y a 2 ans, je ne sais plus où c'était, enfin, 2 ans avant Lyon, Paris. À Paris, j'avais entendu une équipe qui avait développé tel programme, etc. Nous l'avons adapté dans notre service et on pense avoir fait mieux, on vient présenter ce qu'on a fait. C'est quand même fabuleux. Et c'est à cela qu'on vous encourage. Allez dans les ateliers, regardez ce que font les collègues. Prenez leur numéro de téléphone, prenez leur site internet, allez les rencontrer, téléphonez-leur, visitez-les. Et c'est ainsi qu'on arrive à améliorer nos pratiques. Alors, dans vos sacs, vous aurez remarqué qu'il y a quelque chose d'étrange. Beaucoup de gens demandaient, mais qu'est-ce que c'est ? Ben, c'est un cadeau. Vous ouvrez comme ça et ça devient une clé USB. Désormais, vous aurez la carte bleue dans votre sac, la carte verte et la carte réhab. Il y a 20 ans, il y a 20 ans, Luc Vigneault était diagnostiqué schizophrène. Il se croyait condamné à la chaise berçante. Est-ce que vous savez qu'est-ce que les Canadiens entendent par chaise berçante ? Rocking chair. Extraordinaire. Il y a 20 ans, il se croyait condamné à la chaise berçante. À cette époque, il passait la majeure partie de sa journée à dormir, avait peu d'espoir de rétablissement. Des gens ont cru en lui et en son potentiel de rétablissement. Luc y a cru aussi. À son rythme, il s'est remis en mouvement. Aujourd'hui, 20 ans après, qu'est-il ? Luc Vigneault est un formateur. Luc Vigneault est un ambassadeur, sans aucun doute. Il promeut à travers différents médias, différents pays, le rétablissement. Luc Vigneault, à ce titre, est un homme politique. Et il a un impact tout à fait important au niveau des opinions du grand public. Allez sur YouTube. Tapez Luc Vigneault et vous aurez de beaux moments à passer. Luc Vigneault est un auteur, il a fait un livre, notamment en 13, « Je suis une personne, pas une maladie », qui est le titre de son exposé d'aujourd'hui. Luc Vigneault est un mari, Luc Vigneault est un artiste, un humoriste hors pair, vous vous en rendrez compte. Luc Vigneault est un spécialiste des communications, DVD, télévision, conférences, etc. Il travaille comme père aidant, il est consultant à l'Institut universitaire de santé mentale du Québec. Luc Vigneault est un magicien, vous allez vous en rendre compte. C'est une personne et non pas une maladie. Comme modératrice, avec moi tout à l'heure, Madame Dominique Laurent nous vient de l'endroit le plus ensoleillé en France, qui est Perpignan.
Dose de soleil la plus importante de France, Perpignan. Elle a ouvert là-bas la Maison Bleue. C'est une association dont elle est devenue présidente et qui est quelque chose qui, par ses fondements, ressemble à ce que fait Luc. Quelques modèles. Nos situations handicapantes ne nous interdisent pas toute fonction. Le savoir des patients est encore insuffisamment reconnu et valorisé. Être responsable de son association le permet. Elle dit par exemple, en effet, si le patient n'est pas considéré d'abord comme une personne, si sa liberté et sa dignité ne sont pas respectées, si son opinion n'est ni entendue ni prise en compte sous prétexte qu'il est fou et ne peut donc avoir aucun avis pertinent sur sa propre existence, alors il est impossible et illusoire d'envisager une démarche de promotion de la santé ou un projet de vie. À Réhab, nous avons l'habitude de donner la parole d'abord aux usagers. Luc Vigneault. Merci beaucoup. Je vais aller partir le PowerPoint, excusez-moi. Voilà. Alors, merci beaucoup pour cette belle présentation. Ça met un peu de pression, mais c'est pas grave. Alors, je suis très heureux d'avoir traversé l'Atlantique pour venir vous voir. Excusez mon accent, je vais essayer de pas trop parler québécois, là. Je vais essayer de parler français. Qu'on puisse s'entendre. Alors, je vais juste voir si ça fonctionne. Voilà. Ma bio, on l'a fait, on la passe. Bon. Alors, comme on l'a présenté, moi, je suis père aidant, père P-A-I-R, hein, donc je ne fais pas de confession. Donc, j'agis comme consultant à l'établissement auprès de différents comités cliniques et administratifs. C'est ça qui est intéressant. J'agis comme consultant auprès du personnel, bien sûr. Je donne des sessions de formation à l'intention de tout le personnel et tous les médecins de l'hôpital. Je travaille dans un hôpital, il y a environ 2000 employés. Alors, Dr Quintal et moi, on a fait le tour de tout le monde, y compris les gens de la cuisine, les gens d'entretien ménager, évidemment les médecins et les infirmières, une formation de sensibilisation sur qu'est-ce que le rétablissement. Parce que tout le monde, le rétablissement, c'est l'affaire de tous. C'est pas juste l'affaire des soignants. Donc, même les gens des finances, tout le monde y a passé. Fait que c'est assez intéressant. J'interviens, moi je travaille principalement sur les unités des gens qui ont des troubles psychotiques. Donc quand les gens sont en délire, je vais les voir, je partage mon vécu, je parle de la souffrance, etc. Parce que souvent les gens, quand ils nous arrivent, sont en crise psychotique, ils sont dans le déni, ils ne reconnaissent pas la maladie, donc c'est difficile à ce moment-là d'intervenir. Alors moi je parle plus de la souffrance. Puis bien sûr, avec tout ça, j'assume la coordination des autres pères aidants parce qu'on est 5 présentement et bientôt 6. Donc, l'Institut grossit au niveau des pères aidants et ça, c'est très, très intéressant. Hein, ça marche? Donc, ma formation, il y en a qui vont se demander, mais quelle formation a-t-il? Je suis fou. Simplement. Donc, j'ai une personne qui a eu des troubles mentaux. Sévères, j'ai eu des traitements sévères aussi. Donc, je suis diplômé de l'École de la folie. Je suis un autodidacte. Je n'ai pas de formation universitaire. C'est drôle parce que je suis chargé de cours à l'université et je ne peux pas m'inscrire aux cours que je donne. Bon. Alors, je trouve ça le fun. Merci. Donc, je présente le rétablissement aux futurs psychiatres. Donc, c'est aussi intéressant de voir des psychiatres qui sont obligés de m'écouter. C'est toujours intéressant. Donc, pour vous dire qu'on appelle ça le savoir expérientiel. Donc, c'est un peu ce que je vais vous parler aujourd'hui. Donc, de plus en plus, il y a le savoir scientifique, mais amalgamé avec le savoir expérientiel, ça donne des choses extraordinaires. Donc, effectivement, je vais un peu vous parler de mon cheminement pour dire que c'est une maladie qui déforme beaucoup la réalité, mais avant, c'est tout simplement une publicité pour mon livre. Alors donc,
Voilà, c'est Je suis une personne, pas de maladie, qui est aux éditions Performance. Mais aussi, j'en profite pour dire que rétablissement et guérison, pour moi, c'est deux concepts différents. Donc, c'est important aussi. Rétablissement et autonomie, c'est pas le but, c'est pas d'être autonome, c'est pas le but du rétablissement. C'est bien d'avoir une vie satisfaisante pour soi, malgré les affres de la maladie. Je donne souvent comme exemple, j'ai une amie à moi qui est psychiatre, et elle a une femme de ménage à la maison, elle reçoit de l'aide à domicile. Ça ne fait pas d'elle une personne qui est handicapée. Hein? Donc, c'est comme un usager qui reçoit de l'aide à domicile, ça ne fait pas d'elle non plus une personne handicapée. Donc, la seule différence, c'est pour l'usager, ça ne coûte rien. Le psychiatre, lui, doit payer. Bon. Oh. Alors, j'ai trouvé cette photo sur Internet, puis je trouvais que ça ressemblait beaucoup à ce que je vivais, un peu enfermé dans un mur. Puis j'avais trouvé cette citation d'Henri Labourite qui disait que devant l'épreuve, on a trois choix, combattre, ne rien faire ou fuir. Moi, mon histoire ressemble à peu près à ça, mais à l'inverse. J'ai d'abord commencé par fuir la réalité qui m'habitait, parce que j'ai commencé à avoir des troubles de santé mentale. J'étais un jeune adulte, 18 ans, 19 ans, donc commencé à avoir des hallucinations visuelles et auditives à jeun. C'est important de le mentionner. Donc, ça apparaissait comme ça allait et ça venait. Évidemment, ça me rendait très, très angoissé, très nerveux. J'avais de la misère, parfois même à respirer. Puis tranquillement, pas vite, bien, la souffrance est venue s'installer en dedans de moi. J'avais l'impression d'avoir une grosse boule à l'intérieur du thorax. Puis j'aurais pris un scalpel pour m'ouvrir ça tellement j'avais mal. Et je cherchais toutes sortes de moyens pour essayer d'aller bien. Mais parallèlement à ça, j'habitais tout près d'un gros hôpital psychiatrique à Montréal, qui s'appelle Louis H. Lafontaine, qui aujourd'hui est l'Institut universitaire santé mentale de Montréal. Puis évidemment, comme membre de la société, j'avais des préjugés envers les gens qui habitaient l'hôpital psychiatrique. Alors, c'était bien évident que moi, jamais je faisais partie de ces fous. Alors, jamais je me serais rendu à cet hôpital-là. Donc, des fois, j'aime mieux souffrir que de me faire identifier comme fou. Alors, c'est bizarre, des fois, comment est-ce qu'on peut réagir dans la vie, mais moi, j'étais comme ça. Puis, à un moment donné, j'ai rencontré sur la rue que j'appelle des pharmaciennes tatouées qui m'ont vendu des produits licites, là, pour de la drogue, finalement. C'est ça, je cherchais le mot. Donc, j'ai commencé à consommer de la drogue parce que je croyais que c'était pour m'aider, pour apaiser mes souffrances. Évidemment, ça a fait le contraire, ça a accéléré mes troubles mentaux. Mais ça avait aussi l'effet que je me faisais des amis. Bon, peu recommandable, mais c'était des amis. Avant, j'étais tout seul, j'avais rien. Donc, je consommais des drogues, ça allait pas bien. Je buvais beaucoup aussi d'alcool, un peu de médicaments à travers ça. Donc, vraiment, une vie totalement chaotique. Je me levais le matin, je prenais mes médicaments de santé mentale. Je sniffais 2 lignes de coke, puis je prenais 2 bières. Ça, c'était pas... ça temps de partir la journée. Alors, vous voyez, c'était pas bien du tout. À un moment donné, j'ai disparu de la map, dont ma famille était très soucieuse de moi. Puis elle m'a cherché, à me retrouver, et puis là, on a discuté. Et j'ai accepté d'aller à l'hôpital, mais évidemment, pas d'aller dans l'hôpital psychiatrique, parce que moi, j'étais pas malade. Bon, j'avais quelques problèmes de consommation, mais j'étais pas malade. Fait qu'on s'en va à l'hôpital, et là, la personne qui nous accueille à l'hôpital, elle nous demande notre code postal. Je ne sais pas ici si c'est comme ça, mais chez nous, la psychiatrie fonctionne par code postaux. Donc, on apprend qu'on n'est pas dans le bon code postal. Et que mon code postal à moi correspond avec Louis H. Pas chanceux. Donc, il a fallu renégocier. Là, j'ai finalement décidé d'aller à Louis H. Puis à Louis H, c'est une grosse hôpital. Là. Il y a 128 portes pour entrer là. Mais celle de l'urgence, elle, est surveillée par un garde. Tu peux rentrer partout, c'est pas grave, mais pas l'urgence. Donc là, évidemment, quand tu rentres là, ils ont une phobie chez nous en psychiatrie, c'est qu'ils te mettent tout nu. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas si ici c'est comme ça. Mais chez nous, ils te mettent tout nu avec une jaquette, avec la craque en arrière. Puis là, tu t'assois dans la salle d'attente, puis t'attends longtemps. C'est là que tu comprends pourquoi ils t'appellent le patient. Là,
À un moment donné, le multivox t'appelle. Alors, tu dis, allez voir, là, tu suis le multivox. Et là, tu vas rencontrer le psychiatre. Et comme c'est un hôpital universitaire, il y a des résidents internes, donc il n'est pas tout seul. Ces gens-là sont généralement très bien habillés, hein, toujours chic. Et toi, tu es tout nu en jaquette. Déjà, il y a un décalage. Hein? C'est assez gênant de dialoguer quand tu es comme ça. D'ailleurs, vous devriez faire l'expérience au travail, en réunion d'équipe. Mettez-en un tout nu en jaquette. Juste pour voir comment est-ce qu'il se sent. Vous allez voir que c'est pas... La personne en jaquette, c'est pour ça que quand je vais rencontrer des personnes hospitalisées, j'exige tout le temps que les gens soient habillés, parce que je trouve que c'est important de pouvoir mieux dialoguer, il me semble, quand on est d'égal à égal. Bref, ils m'ont dit, on va vous garder. Alors, je suis allé en observation qui appelle. Alors, il y a une grande salle communautaire avec des chambres tout le tour, puis il y a un poste des infirmières qui est tout vitré, qu'on appelle affectueusement l'aquarium. Bon. Alors, à un moment donné, l'aquarium t'appelle. Ah, encore des voix. Et là, il roule le petit carreau, il te passe la peau de pilule. Puis là, tu vas te coucher, tu dors le lendemain. Il y a quelqu'un qui est venu me voir, puis vous avez bien dormi? Oui, avec ce que vous m'avez donné, c'était assez dur de ne pas dormir, oui. Bon, alors, on va se voir, vu que vous êtes calme, on va se voir à la clinique externe, etc. Fait que, ils m'ont retourné. Mais durant la semaine, j'étais pas bien, puis je me disais, tant qu'à vivre comme ça, tout se met pas vivre. Hein? J'ai pas de vie, je suis plus capable de penser, je suis plus capable de réfléchir, je vois pas d'avenir. Tout se met de m'enlever la vie. Alors, j'ai fait une tentative de suicide, qui heureusement n'a pas fonctionné. Mais je me suis retrouvé à l'hôpital. Mais là, comme on connaissait la part des codes postaux, on est allé dans un autre hôpital, puis on a donné le code postal qui correspond à l'autre hôpital. Puis là, c'est magique, hein, tous les services qu'il te faut. Et puis là, j'étais complètement en délire aussi. Puis la psychiatre qui me parlait, j'ai juste entendu « On va vous garder ». Moi, je ne voulais pas rester à l'hôpital. Je voulais me faire soigner, mais à l'externe. Puis la psychiatre voulait que je reste en dedans. Fait que je me suis levé et je me suis dit, qu'elle parle tout seul, moi, je m'en vais. Et là, j'ai entendu à l'intercom, code blanc à l'urgence. Moi, je ne connaissais pas ça, un code blanc à l'urgence. Je l'ai su vite. J'ai vu courir dans le corridor 5-6 gros gaillards. Puis dans mon délire, moi, je croyais que c'était des gens qui s'en allaient jouer au football. Alors, je me suis tassé comme ça pour les laisser passer. Mais j'ai vite réalisé que le ballon, c'était moi. Donc, on m'a happé. Et c'était une expérience pour moi très traumatisante. Je dois le dire, parce que moi, je ne comprenais pas ce qui se passait. On ne parlait pas, on m'a sauté dessus. Et puis, je me suis évidemment débattu. Je me demandais si moi, je croyais qu'il y avait une bataille, puis on se battait. Aujourd'hui, ça se produit moins. Hein. On a des formations pour dénouer la crise. Mais à l'époque, ils appelaient ça la méthode PAP. PAP qui veut dire pogne, attache, pique. Donc, puis il n'y a pas de discussion. Donc, on m'a donné une piqûre d'Aldol à libération rapide. Puis là, pouf, tu tombes dans les vapeurs. Et là, je me suis réveillé, ficelé sur un lit, dans une chambre barrée avec un garde à côté de moi, qu'on appelle chez nous surveillance constante, là, ou un service privé. Évidemment, je ne pouvais pas aller bien loin, j'étais attaché de partout. À un moment donné, ils m'ont détaché. Il fallait que j'aille aux toilettes. Ils m'ont détaché. Alors là, j'ai été suivi pendant une semaine. J'avais ce garde-là qui me suivait partout parce qu'il n'y avait pas de place à l'étage. Puis vous savez, c'est les gens, ils changent de chiffre. Toi, tu restes là, mais eux, ils changent de chiffre. Puis à un moment donné, il est rentré une petite madame, puis elle me regarde, puis elle dit « Vous me ferez pas mal. » J'ai dit « Non, si tu m'amènes fumer quand je vais te le demander, tu n'auras pas de problème. » Alors, cette journée-là, j'ai particulièrement fumé. Aujourd'hui, je ne fume plus, en passant, mais à l'époque, je fumais. Puis, à un moment donné, bon, ils m'ont monté à l'étage.
Là, j'arrive à l'étage et là, la porte se ferme derrière toi. Claude! Ah, les frissons. Ah, les frissons. Tu viens de perdre ta liberté. C'est un sentiment épouvantable. Puis là, tout est barré. Hein. Tu veux accès à ton linge, c'est barré. Tu veux aller aux toilettes, c'est barré. Tu veux prendre ta douche, c'est barré. On te dépossède de ton pouvoir totalement. Tu ne peux plus penser. C'est fini. Eux, ils pensent pour toi. Puis ils décident pour toi. C'est quand manger, c'est quand s'habiller, c'est quand l'heure des douches. C'est épouvantable. Ça prend 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 2 mois. Alors, tu viens plus capable de fonctionner par toi-même parce que l'Institut est fait comme ça. Ce n'est pas du mauvais monde qui travaille là, mais l'Institut est souvent fait comme ça. Alors donc, j'ai vécu là la première fois 4 mois. Bon, j'ai pogné quelques trucs, là, parce que quand on était enfermé, c'est comme si on n'avait plus de vie sexuelle, tu sais. Alors, moi, à un moment donné, j'ai embrassé une fille qui était consentante. Puis pour ça, j'ai été mis en isolement. Bon. Donc là, j'ai dit, on va trouver des trucs. Fait qu'il y a un groupe de patients qui simulaient une crise. Alors, pendant que l'équipe s'en allait là-bas, nous autres, on pouvait se faire des mamours. Puis, 2-3 jours après, ben, on changeait de groupe. On a réalisé aussi, quand on mettait le feu dans les poubelles, l'alarme d'incendie se déclenchait et les portes se débarraient. Hey, ça, c'est une découverte extraordinaire. Alors, plein de trucs comme ça que j'ai appris, que je ne vous dévoilerai pas tout, mais bon. Alors donc, j'étais prise à l'hôpital. Oui. Alors, comme vous voyez, j'étais, après ça, anéanti quand on m'a annoncé le diagnostic. J'étais devenu un malade mental. Les gens que je ne voulais pas du tout appartenir faisaient maintenant partie de ces fous. Alors, c'est sûr que la révolte s'est installée. Parce que j'ai aussi eu le cancer dans ma vie. J'ai passé au travail, les opérations et tout, ça va bien. Quand on t'annonce que tu as le cancer, hein, ta vie est anéantie complètement, puis tu viens révolter. En santé mentale, c'est la même chose. Pas parce que tu as une maladie, c'est comme si tu as une maladie mentale, mais tu n'as pas le droit de te choquer à l'hôpital. Mais là, la révolte s'est installée. Puis on me disait tout le temps, Luc, accepte ta maladie. Moi, j'ai de la misère avec ce concept-là. Moi, ça fait au-dessus de 20 ans que je vis avec ça. J'ai toujours pas accepté d'avoir une maladie mentale. Parce que la maladie mentale m'a tout enlevé. Tout enlevé, complètement. Il a fallu que je rebâtisse ma vie complètement. Et ça a été difficile pour moi. Bon, voyons ce qui se passe. Voilà. Donc, c'est une image qui vient du film Vol au-dessus d'un nid de coucou, qui ressemble un peu à ce que j'ai vécu, comme j'en ai parlé tout à l'heure. Puis un peu dans l'incompréhension du rôle du personnel. Parce que moi, je viens d'un milieu ouvrier, donc psychologue, travailleur social, éducateur, on ne connaît pas ça. On ne sait pas ce que ça fait dans la vie. Donc, j'ai eu de la misère à m'adapter avec le personnel. Puis aussi, j'ai eu de la misère à la coercition, qui est le côté obscur de la force. Alors, c'est sûr que ça laisse des traces, comme je vous disais, ça laisse des traumatismes. Mais, ah oui, comme je vous disais, il est plus acceptable de péter les plombs dans un département d'oncologie que dans celui de la psychiatrie. Quand tu te fais traiter pour le cancer, il y a toujours un qui se fâche, qui frappe dans les murs, puis il n'est pas content, parce qu'il y a la maladie. Et là, le personnel va vers la personne et dit « Exprimez votre colère. » En psychiatrie, on ne m'a jamais dit « Exprimez votre colère. » On a étouffé la colère. Ça, on a fait ça. Alors, voyez-vous, des fois, je me disais, on pourrait organiser des colloques entre les gens d'oncologie et la psychiatrie qui puissent se parler. On se dit, c'est important, pas parce que c'est une maladie mentale, que tu ne peux plus exprimer ta colère. Alors donc, on m'a fini par me sortir de l'hôpital, puis, on va s'orienter. Voilà, on m'a donné comme outil de réadaptation ma chaise à bascule, le rocking chair, puis des médicaments. Et là, comme vous voyez, je ne m'entendais pas bien avec mon équipe soignante. On disait, t'es malade, t'as ça toute ta vie, puis bon.
prends tes pilules. J'ai entendu souvent ça, prends tes pilules. J'en prenais, j'étais rendu à 32 pilules par jour, donc 4 neuroleptiques à la fois. La misère à marcher, la misère à voir, la misère à entendre. La bouche sèche, des tremblements, plein d'effets secondaires. Ce qui fait qu'à un moment donné, l'hôpital a fait une réunion familiale. Il y avait ma soeur qui représentait la famille. Puis le médecin au bout de la table a dit textuellement « Votre frère, il est fini », comme ça. Moi, je l'ai entendu, ça. Mais alors, imaginez-vous, ça ne donne pas le goût. Pourquoi je ferais des activités si je suis fini? Pourquoi je participerais à des traitements s'il n'y a rien à faire? C'est ça le message qu'il envoyait. Il n'y a rien à faire. Alors, on s'est assigné, finalement, on a changé d'équipe soignante. Puis là, ils m'ont présenté des gens qui parlaient rétablissement. Moi, je ne connaissais pas ça. Alors, la première fois, je m'en vais là, on a parlé 1 heure de choses et d'autres, puis pas parler de pilules, pas parler de rétablissement, d'espoir, de rêve. Je ne connaissais pas ça, j'étais un peu perdu là-dedans. Puis, à un moment donné, dans une de nos rencontres, l'intervenante qui me dit « Toi, Luc, as-tu des rêves, des espoirs, des passions, quelque chose qui te fait vibrer, là? » Mon Dieu Seigneur! Non. Moi, je dormais 16 heures par jour, je prenais mes pilules. J'habitais un appartement et demi. Là. Puis, c'est ça ma vie. Bien, va-t'en chez toi, puis pense-y. Tu me reviendras avec ça la semaine prochaine. Je m'en vais chez moi, en tremblotant. Là. J'arrive chez moi, puis là, je m'assieds à la cuisine, comme ça. Puis moi, pour me détendre dans la vie, j'écoute les débats à l'Assemblée nationale. Bon. On voit qu'il reste quelques symptômes. Donc, j'ai dit, tiens, c'est l'heure du débat. Alors, j'étais assis, j'ai dit, je vais passer au salon. Alors, j'ai tourné ma chaise de bord, comme ça. J'étais rendu. C'était pratique, un petit appartement pour ça. Et là, en écoutant le débat, j'ai eu le flash. Tiens, si je deviendrais député. Ça, je me vois député, moi, à l'Assemblée nationale. Après ça, je me suis dit, il va falloir que je me fasse un CV, puis sur le dépliant, ça va être marqué schizophrène. Mais pas grand monde va voter pour moi. Ben, à quoi qu'on pourrait être surpris. Mais j'ai dit, tiens, conseiller politique, ça, j'aimerais ça. Oui, ça me plairait. T'es dans l'ombre, tu conseilles le député, le ministre, c'est le fun. Fait que je m'en vais aller voir mon intervenant, puis elle dit, puis Luc, as-tu trouvé quelque chose? Puis là, il faut que je vous dise que je prends toujours 32 pilules par jour. Je ne suis pas lavé, parce que je sens mauvais, épouvantable. Je ne suis pas rasé. Personne donne 5 cents de ma vie. Personne. Puis elle dit, Luc, qu'est-ce que tu veux faire? J'ai dit, moi, je veux être conseiller politique. Elle me regarde avec son beau grand sourire, puis elle me dit, ça va leur faire du bien. Elle m'a cru. Ça, c'était le point tournant de ma vie. Quelqu'un qui croyait en moi au moment où moi, je n'y croyais plus. C'est extraordinaire, ça. Quelqu'un qui croit en toi. Puis elle a dit, oui, on va le faire. Puis là, elle a dit, là, Luc, si tu veux, on va se faire un plan d'intervention ensemble, un plan d'action. Non pas à partir de tes symptômes, non pas à partir de ta maladie, mais à partir de ton projet de vie. C'est là-dessus qu'on va travailler, puis le reste suivra. Donc, pour être conseiller politique, il faut aller dans des assemblées publiques politiques, s'intéresser à la politique. Fait qu'ils m'ont amené dans des assemblées politiques. À un moment donné, je dis à mon intervenante, c'est drôle, hein, le monde ne reste pas près de moi, il me fuit. C'est quoi que j'ai? Ben, elle dit, parce que tu pues, là. Tu sens mauvais? Ah, ouais? Fait que là, j'ai commencé à me laver, parce que ça faisait sens pour moi. Avant, ma chaise berçante, c'est jamais plein des odeurs. Là, j'ai commencé à me laver. Puis après ça, bon, j'y allais tout seul, puis à un moment donné, je vois une belle fille, tu sais, puis je vois qu'elle me regarde, puis... Mais moi, ça fait longtemps que j'ai pas carousé. J'ai dit, tiens, si j'y faisais un bon repas, je l'amènerais chez nous. Ah! Enfin, j'ai été voir mon équipe soignante, puis j'ai dit,
Tu sais, tes ateliers de cuisine, là, que tu me fais chier depuis 4 ans, là. Ouais. Ça m'intéresse. Ça m'intéresse, là. J'avais un but bien précis. Alors, je me suis mis en action. Évidemment, j'ai fait le ménage de chez nous. Puis là, j'ai reçu la demoiselle, puis on a soupé ensemble, ça a bien été. À un moment donné, on a passé au lit. Tu sais, dans un 1,5, c'est pas long que tu trouves le lit. Et là, pas d'érection. Alors, heureusement qu'elle était très compréhensive. Mais dans la semaine qui est suivie, je suis allé voir mon médecin. J'ai dit, tu ne m'as pas parlé d'une formation sur le mécanisme d'action des médicaments? Oui. M'intéresse? Ça m'intéresse. Pourquoi? Mais là, j'ai dit ça, pas d'érection. Fait que là, on réunit l'équipe. Bon, le projet de vie à Luc, c'est d'avoir des érections. Alors, tout le monde s'est mis sur le dossier. Donc, j'ai rencontré la pharmacienne, j'ai rencontré une éducatrice spécialisée, puis, et on a changé aussi un peu la médication. Et finalement, la madame était bien contente. Bon, ça, c'est un autre discours, mais ça s'est bien passé. Et c'est comme ça, tranquillement, de fil en aiguille, où j'ai repris du pouvoir sur ma vie par l'espoir. L'espoir d'un mieux-être, l'espoir d'une qualité de vie. Puis c'est ça qui était important. Donc, je suis correct dans le temps, cher docteur? Je suis correct dans le temps? Oui, merci. Je peux-tu prendre une gorgée d'eau, s'il vous plaît? Merci. Merci. Mon système cholinergique, tu sais, il est tout asséché. Donc, quand tu prends des médicaments, ça achèche tout. Donc, je me suis dit, pour que je sois autonome, comment faire pour être autonome dans ma santé mentale? Bien, je me suis fait d'abord un journal de bord dans lequel je note mes événements anodins et importants. Ça me permet de voir dans telle ou telle situation si je suis bien. Donc, le but, c'est de connaître mes limites. On a tous des limites dans la vie, qu'on ait une maladie ou pas. L'important, c'est de les connaître. C'est un peu si on joue dans un grand champ. Il y a un petit coin là-bas, c'est un tas de boîtes. Si on ne met pas une clôture alentour pour la délimiter, on va toujours être rendu dans la boîte. Alors, on va mettre une clôture. Ça, c'est la maladie. Ça, c'est nos limites. Puis, on va travailler avec les forces. Hein? C'est ça qu'on va faire. Ensuite, une échelle d'auto-évaluation. Donc, moi, j'ai gradé ça de 1 à 5. Donc, à 1, je suis bien. Je dresse la liste la plus exhaustive possible de pourquoi je suis bien. Il y a une raison pourquoi je suis bien. Alors, on va les noter. Donc, je prends mes marches, je mange bien, je prends ma médication, je vois mes rendez-vous, je vois mes amis, etc. À 2, je dresse la liste la plus exhaustive possible de mes signes avant-coureurs que ma santé mentale se détériore. Alors, ça, c'est le fun. Comme moi, par exemple, quand je commence à négliger mon hygiène corporelle, c'est un signe que ma santé mentale se détériore. Ma femme, elle, c'est quand elle fait du ménage à outrance. Je la laisse faire. Mais moi, c'est quand je néglige mon hygiène corporelle. Donc, quand je vois que je ne suis pas rasé, ou je ne suis pas bien, ou je commence à me sentir mauvais, c'est un signe là, où on m'a dit, oh, il se passe quelque chose. Là. Mais des fois, quand tu es malade, tu ne te vois pas aller. Alors, j'ai aussi ce qu'on appelle des garde-fous. Donc, j'ai 3 personnes, seulement 3, qui sont très, très près de moi, à qui je me suis engagé à les écouter quand ils vont me parler. Parce que souvent, quand tu ne files pas, tu envoies promener tout le monde. Donc, eux, je me suis engagé à les écouter. Puis là, il me dit, il y a quelque chose, on dirait qu'il ne va pas bien. Puis là, on va voir dans la liste 1, qu'est-ce que j'ai arrêté de faire? Y a-t-il quelque chose que j'ai arrêté de faire? Bien oui, regardons ça. Il y a une activité que je ne fais plus. C'est peut-être une raison pourquoi la santé mentale se détériore. Souvent, un peu plus loin, à 3, je dors moins. Il faut dormir, c'est important. Alors, je viens d'entendre avec mon médecin, j'ai des PRN, des médicaments qu'on prescrit au besoin. PRN qui vient du latin prore-nata. Moi, j'appelle ça pour rendre nono. Mais des fois, tu es mieux de t'endormir, puis après ça, ça va mieux.
Donc, apprendre à gérer ma médication, parce que la littérature est très claire là-dessus. Plus la personne a d'informations sur sa médication, plus elle va être fidèle à son traitement, puis plus elle va le gérer elle-même. Donc, aussi, gérer ses symptômes. 5 minutes? On va se dépêcher. Donc, en fait, pour favoriser le rétablissement, il faut que tu sois en mouvement. Si tu es en mouvement, tu obtiens un rétablissement enrichissant. Si tu restes assis sur ton cul, tu obtiens un rétablissement de cul. Alors, retenez ça. Faut bouger. Faut se mettre dans l'action. Puis, un projet de vie, mais ça ne se conteste pas. Quelqu'un qui a une idée, même si ça paraît la plus farfelue du monde, quelqu'un veut être président de la République, bien, on va sortir les critères pour être président de la République. Quelqu'un veut être astronaute, bien, on va sortir les critères pour être astronaute. Mettons, ça prend un doctorat au moins pour être astronaute. Bon, toi, bien, on va finir ton lycée, hein? On va commencer par ça. Donc, c'est des choses comme ça. Donc, mon petit logo du rétablissement, le savoir, c'est le pouvoir. Plus les gens ont de savoir, plus ils ont du pouvoir sur la vie. Faire partie d'un groupe, c'est important et fondamental. On ne se rétablit pas tout seul. Ça, c'est important. Se voir comme une personne et non comme une maladie. Et créer des alliances. Il faut créer des alliances avec nos soignants. Ça, c'est important. Avec la famille, c'est important. Puis faire des plans ensemble. Donc, je vais passer rapidement quelques diapositives parce que le temps nous presse, si je suis capable de poigner. Bon. La médication. Oui. Donc, on s'appuie sur de la littérature solide. Donc, le premier élément, en fait, il y a 2 piliers dans le rétablissement. Un qui est l'espoir, 2 qui est l'appropriation du pouvoir d'agir ou l'empowerment, si vous préférez. Et la médication qui est quand même au cœur des traitements, donc c'est important de prendre le temps d'en parler. Puis j'avais été voir une conférence de Patricia Degan, qui est une usagère aux États-Unis. Puis elle disait, il faut sortir de la tyrannie de la fidélité au traitement. Hey, ça fait ça. Hein? Puis il faut réfléchir en disant, la médication, est-ce le but ou le moyen? Dans le sens, le but de la psychiatrie, là, est-ce que c'est de prendre des pilules? Moi, je ne pense pas. Le but de la psychiatrie, c'est de guérir ou à tout le moins se rétablir. Donc, la médication devient un moyen qui est au service du projet de vie de la personne. Alors, quand on le voit comme ça, déjà, parce que moi, quand j'étais beaucoup dans les services, à chaque fois que je voyais un intervenant ou un intervenant, c'est « As-tu pris tes pilules? » Puis on oublie de parler de logement, puis on oublie de parler de travail, puis on oublie de parler d'un paquet de choses. Donc, c'est important de remettre la médication comme un moyen. Je vais passer rapidement aussi. Bon, la théorie de la taxe temporaire, c'est qu'à chaque fois qu'on est en crise, on nous prescrit un médicament de façon temporaire. C'est comme le gouvernement, quand il nous donne une taxe temporaire, elle devient permanente. On est d'accord avec ça? Non. Donc, si à chaque fois qu'on est en crise, on nous prescrit une pilule, puis on oublie de l'enlever, bien, à un moment donné, il n'y a plus de son, il n'y a plus d'image. Hein? On ne fonctionne plus. Donc, c'est de retrouver la dose qualité de vie. Puis, comme moi, quand je rencontre mon médecin, c'est la rencontre de 2 expertises. Donc, mon médecin me dit, « Ah, M. Vigneault, vous avez tellement consommé de molécules, dites-moi laquelle vous fait du bien. » Puis, ensemble, bien, on négocie la dose, on négocie un paquet de choses, ce qui fait que c'est quasiment moi qui me prescris ma médication. Donc, il n'y a personne qui se bat avec ça. Ça va? Oh, juste un instant. Donc, il y a la place de l'usager dans le système. C'est comme, je compare ça à un casse-tête. Mettons, vous avez un casse-tête de 1000 morceaux. Hein, on voit les gestionnaires sont là. Ils font un casse-tête de 1000 morceaux, mais il manque un morceau. Ils ont oublié de consulter les usagers. Les gens ne diront pas « Hey, tu as placé 999 morceaux ». Les gens vont dire « Hey, il manque une pièce ».
C'est vrai, hein? Alors, l'usager, c'est la pièce manquante. Il faut la mettre si on veut que les services correspondent à leurs besoins et à leurs attentes. Finalement, j'arrive à la conclusion qui dit que le savoir, c'est le pouvoir. Si tu restes assis sur ton cul, tu auras un rétablissement de cul. Bon. La révolte est un signe que l'on refuse l'impuissance. Donc, travailler avec la révolte, c'est sain, tant qu'on ne brise pas tout dans la pièce, c'est misérable. Ma collègue, la docteure Quintal, a dit « Quand nous sommes dans la toute-puissance, on ne peut pas comprendre leur impuissance. Les gens sont impuissants face à la maladie puis face au système. » Patricia Deegan, elle nous dit « Notre rôle comme intervenant n'est pas de décider qui guérira et qui ne guérira pas, mais de créer un environnement propice au rétablissement et à la responsabilisation. » Donc, on a l'obligation des moyens, mais on n'a pas l'obligation des résultats. Mais on a l'obligation de mettre des indicateurs rétablissement que les gestionnaires doivent suivre. L'autre qui dit, quand vous vous apprêtez à partir en expédition, ne consultez pas une personne qui n'a jamais quitté la maison. Bon, ça fait un peu bizarre, de dire de même. Je pense que c'est le rôle des pères aidants, c'est important, ils peuvent vous guider. Et puis finalement, mon idole, qui est Buzz Lightyear, de Histoire de jouets, qui dit qu'avec l'espoir, nous pouvons amener le rétablissement vers l'infini et plus loin encore. Alors, je vous remercie. Merci beaucoup. Oui. Voilà, c'est celui-là qui marche. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Donc, je suis Dominique Laurent. Monsieur Vidon m'a un peu présenté. Et ça va être très difficile d'intervenir derrière Luc, parce que je pense que son parcours, son histoire sont exemplaires. On aimerait avoir beaucoup d'histoires comme ça. Bon, c'est vrai que Luc a su faire passer son histoire difficile avec beaucoup d'autodérision, mais on a bien compris son parcours. Bon, d'abord, on a un CV impressionnant, et je pense que c'est le résultat effectivement de sa recherche, de la qualité de sa vie. Monsieur Luc Vigneault, vous avez eu un parcours impressionnant. Je n'oserais pas dire que j'ai eu un parcours similaire, parce que si j'ai cherché moi aussi le rétablissement et la qualité de ma vie, je ne me suis peut-être pas donné autant de moyens, ou du moins à ce jour, je commence à les avoir. On nous les accorde ici en France, puisque, vous l'avez sans doute tous compris, je suis moi-même usagée. Voilà. Alors, on a entendu des mots comme colère, révolte. Bon, c'est vrai que ce n'est pas toujours porteur de choses confortables, la colère et la révolte. Et derrière votre intervention, on a bien senti cette souffrance et la difficulté. Et votre rire si sympathique intervient et cache parfois ce long parcours. Donc c'est bien de pouvoir en rire après. On n'est jamais sorti complètement. Vous parlez guérir, pas guérir, médicament, pas médicament. On vous fait maintenant choisir. Vous êtes maintenant autonome, participant. Et c'est ce qu'on souhaite tous. Alors, c'est vrai, et je pense et j'espère que ça a interpellé tout le monde. Les usagers que nous sommes, les familles, les proches qui accompagnent, et surtout les professionnels qui cherchent désespérément à nous aider, à nous accompagner, à nous guérir. Mais j'ai beaucoup aimé la fin de votre intervention et de votre préparation à l'expédition, et de quitter effectivement la maison sur la vie extérieure. J'ai entendu que voilà, c'était pas tout de se rétablir et de rester assis sur place, pour reprendre à peine vos propos, et que l'important, c'est effectivement de bouger
bouger, de sortir de cette chaise si sympathique qui est un rocking chair. Et cette envie de non faire, cette envie d'abord de fuir, ensuite de non faire et ensuite d'agir, c'est pas facile. Vous avez eu du courage. Vous avez été entouré ou vous avez su aller au-devant des gens qui pouvaient vous aider. Donc, vous êtes maintenant formateur, homme politique de la santé. C'est important, cette vision que nous pouvons avoir, nous ici en France, de ce parcours semé d'embûches sur lequel nous sommes tous, on est tous sur le même chemin, et vous, vous avez pris votre chemin très tôt. Il y a combien d'années que vous êtes sur ce chemin du rétablissement? Il y a combien d'années que vous avez commencé à agir par rapport à votre maladie, à sortir de cet enfermement? Vous pouvez nous donner une idée? Depuis le début, là, je pense. Ça fait 20 ans. 20 ans. Oui. 20 ans, c'est long, 20 ans dans une vie. Oui. Oui. Et il y a combien de temps que vous sentez avoir repris du pouvoir sur votre vie? Peut-être une douzaine d'années. Voilà. J'ai toujours des symptômes. Tu sais, je vois toujours un psychiatre. J'ai un suivi régulier. Je suis encore habité par la maladie. Mais je la prends en main. Voilà, donc on entend bien ce parcours qui est le parcours de toute une vie, où effectivement il y a tout un processus, on ne se sent pas malade, on est dans la maladie, après il y a une prise de conscience qui est un moment très douloureux, parce que d'un seul coup on doit accepter les diagnostics qu'on nous fait et se regarder comme une personne un peu différente, et cette différence vous en avez fait une force. Oui. C'est une qualité d'être différent. Absolument. Alors on est content. Oui. Alors laissez-nous notre contentement. Ne gommez pas tout. Donc c'est vrai que tout un chacun, autant que vous êtes à votre place, on a tous un parcours, on a tous une vie, on a tous des embûches. Essayez de ne pas nous gommer toutes nos embûches. C'est bien de sauter nos obstacles nous-mêmes. C'est bien de se confronter à la difficulté. Et c'est bien de reprendre du pouvoir sur sa vie.